Bonsoir, bonsoir à chacun d'entre vous. Bienvenue à notre webinaire sur la cybersécurité. Nous sommes déjà à notre troisième webinaire relatif à la cybersécurité. Ce soir, notre invité est Pierre Michaud, un spécialiste, un ingénieur en cybersécurité qui vous expliquera notamment ce que c'est l'OSINT, c'est-à-dire, c'est bien compliqué, c'est de l'intelligence, l'open source intelligente. Voilà, j'ai retrouvé mes propos. Peut-être simplement rappeler que donc ce webinaire va être enregistré, qu'il est possible par la suite de le revoir en replay, de le diffuser éventuellement auprès d'autres entreprises et indépendants. Ce webinaire durera entre 1 heure et 1 heure 15. À l'issue du webinaire, vous recevrez une évaluation et on vous remercie d'ores et déjà de bien vouloir répondre évidemment sur la qualité et l'utilité de ce webinaire par rapport aux questions que vous vous posiez dans le domaine. Peut-être rappeler également que c'est une initiative du SNI, le syndicat neutre pour indépendants, en partenariat avec BICOM, qui est l'association du digital, et le tout est soutenu par le SPF Économie et des fonds européens. Voilà, donc l'aspect pratique. N'hésitez pas à participer, posez vos questions via l'onglet questions. Tout est enregistré et je vous souhaite une soirée, un webinaire haut en informations utiles pour vous. Je donne la parole à Pierre. Merci Christophe, bonsoir à tous et à toutes. J'essaye de partager le jeu de slides, sauf que ça n'a pas l'air de fonctionner avec Google Chrome. Donc je ne sais pas si tu peux partager les slides, Christophe, par hasard. Alors, sans doute que Marie-Pascale pourra le faire mieux que moi, parce que, à mon sens, moi, je ne suis pas en lien avec ça. Attendez, je vais regarder. Bonsoir Serge. Marie-Pascale, si tu sais t'occuper de la présentation, des slides. Parce que Pop s'il me propose oui, de... je m'en occupe directement. Ouais, super. Parce qu'il me demande de quitter en fait le navigateur pour le relancer. Donc ou alors je peux directement la partager en PDF, mais je ne sais pas trop comment ça va rendre. Le PDF devrait marcher, c'est celui-là que j'allais prendre, mais si tu sais le charger maintenant, c'est le plus facile. Attends, je vais le charger. Hop. Alors. Voilà. On va les charger sur la plateforme, mais il est en cours de traitement, donc ça peut prendre quelques secondes. Voilà, donc c'est l'occasion pour vous d'aller vous servir un verre d'eau ou d'autre chose, d'ailleurs, en attendant que le webinaire puisse commencer et donc aborder, voilà, le fameux OSINT, donc l'open source intelligent. Voilà, je te donne la parole, Pierre. Super, merci. Donc on va pouvoir commencer. Voilà, donc le but ici, c'est évidemment de démystifier tout ce qui a trait à l'open source intelligence, donc tout ce qui est collecte d'informations publiques, et vous expliquer en fait comment ce concept, comment ces informations peuvent, d'un point de vue cybersécurité et d'un point de vue entreprise, soit vous faire gagner en efficacité, soit justement nuire à vos activités.
Alors, je me présente. Donc, moi, comme Christophe l'a dit, je m'appelle Pierre et je suis ingénieur en cybersécurité. Et donc, mon but, c'est essentiellement de proposer toutes des activités qui sont relatives à la cybersécurité aux entreprises. Donc, par activité de cybersécurité, on entend tout ce qui est audit, tests d'intrusion, campagne de phishing, solutions de monitoring pour les systèmes des entreprises, solutions de protection EDR, etc. Et donc, le but, c'est vraiment de vous aider en fait à vous sécuriser un maximum. Et donc, moi, je représente ici la société ACO qui délivre ce genre de service. Au niveau des organisateurs, les voici, hein, Christophe les a mentionnés précédemment. Ça, c'est les coordonnées si vous avez quelques questions. Et on va directement rentrer dans le vif du sujet, avec un petit disclaimer. Donc, évidemment, moi, je suis en mesure de vous expliquer ce que c'est l'OSINT, qu'est-ce que c'est la collecte d'informations publiques, mais je ne suis par contre pas qualifié, je ne suis pas en mesure de vous fournir des conseils ou des recommandations juridiques par rapport à ce sujet. Évidemment, les informations qui vont être présentées... Oui. Oui, par rapport à ça, simplement informer que le prochain webinaire qui se passera donc le jeudi 23 mai abordera justement la dimension juridique, votre responsabilité et comment vous protéger légalement en cas de cyberattaque. Donc, ce sera vraiment un webinaire dédicacé spécifiquement à la dimension juridique de l'Internet. Voilà, super. Donc, un webinaire à ne pas manquer. Un autre point qui est assez important de mentionner, c'est que les informations qui sont présentées dans ce webinaire vont être présentées uniquement à des fins d'information et de sensibilisation. Évidemment, je vais montrer certaines choses. Vous allez pouvoir par la suite les reproduire, récupérer des informations sur des personnes, sur des entités, sur des compagnies. Et évidemment, toute utilisation que vous allez en faire est soit répréhensible ou pas. Voilà, c'est pas parce que c'est des informations qui sont disponibles publiquement qu'on peut en faire n'importe quoi. Alors, un petit plan de la présentation et des différents sujets qui vont être abordés. La présentation de l'OSINT, qu'est-ce que c'est? Je vais vous expliquer un petit peu comment une information en fait naît et c'est quoi son cycle de vie. Quels sont les risques qui sont liés à l'OSINT. Il y a des bonnes pratiques qui existent, donc il y aura également au niveau des risques une partie démo où je vous présenterai une dizaine d'outils et on terminera par une petite conclusion. Alors, avant de commencer, j'aimerais juste poser une question à ceux qui sont là, hein, c'est voir un petit peu, normalement vous pouvez répondre via les sondages de l'application. Comment vous utilisez les réseaux sociaux? Est-ce que vous les utilisez quotidiennement, mais un petit peu moins, rarement ou pas du tout? Est-ce que pour vous, ça ne fait pas partie de votre culture numérique? Je vais dire ça comme ça. Alors, voilà. Le sondage est disponible et normalement... je devrais pouvoir voir les résultats. Ok, donc on est d'accord, hein, à l'ère du numérique. Il y a 0% de personnes qui n'utilisent pas les réseaux sociaux, 0% non plus qui les utilisent rarement, et on a 40% pour la réponse B, et ça bouge encore un peu, on est 50% pour la réponse A et 50% pour la réponse B. Donc on voit bien que les réseaux sociaux ont pris une place de plus en plus importante dans notre vie. Et c'est également ces réseaux sociaux qui permettent justement de promouvoir l'activité, le business de l'entreprise ou de se tenir au courant de ce qui se passe. Alors, par rapport à l'OSINT, et vous verrez que c'est relatif aux réseaux sociaux, mais il n'y a pas que ça. L'open source intelligence, c'est quoi? C'est en fait la collecte, l'analyse et l'exploitation d'informations qui est accessible en fait pour tout le monde, donc accessible de manière publique. Alors, open source intelligence, ça ne veut pas dire intelligence, c'est de l'anglais, donc c'est plutôt, il faut le voir ça comme l'open source au niveau des renseignements. Alors, étant donné que les informations sont disponibles publiquement, il n'y a pas d'intrusion dans un système d'information, dans une ressource informatique, donc ça reste légal. Et
il est quand même important de comprendre finalement comment l'information elle naît, comment elle évolue. Il faut savoir que une information, à partir du moment où elle va naître, en fonction de son importance, elle va commencer à prendre du crédit et elle va arriver finalement à sa notoriété maximale, à son apogée. Et quand vous allez utiliser par exemple un moteur de recherche pour rechercher cette information, vous allez la trouver assez facilement, assez rapidement. Cette information, voilà, elle est pas éternelle dans le sens où elle va être remplacée par d'autres informations et donc sa notoriété va commencer à diminuer et les résultats que vous allez pouvoir récupérer avec un moteur de recherche vont s'atténuer petit à petit. C'est pas parce que justement la notoriété de l'information diminue que cette information elle est plus accessible. Donc elle est toujours accessible, elle est toujours présente, du moins sur Internet. Par contre, ce sera peut-être un petit peu plus compliqué de la trouver. Et là, en fait, il va falloir chercher un petit peu plus spécifiquement, un petit peu plus dans le détail. Il y a des outils qui existent et on y reviendra un petit peu. Quels sont pour toi les outils, les techniques les plus efficaces que l'on peut utiliser pour récolter des informations via le SINT? Alors, tout va dépendre en fait de ce que vous recherchez comme information. Est-ce que ça va être des informations relatives à un lieu en particulier, à une personne, à une entreprise? En fait, en fonction du type d'information qu'on va vouloir récolter, on va utiliser des outils différents. Alors, l'OSINT, voilà, c'est vraiment le terme global qui reprend toute cette recherche d'informations de sources publiques, mais il y a différents pendants, je vais appeler ça comme ça, qui permettent en fait de se spécialiser dans la recherche de telle ou telle information. On a par exemple la GEOIN qui est la science du renseignement public, mais dédiée à des lieux géographiques. Et donc, vraiment, en fonction de ce qu'on va vouloir récupérer comme information, on va utiliser tel ou tel outil. Par exemple, ici, dans les sources, dans la deuxième colonne, je liste quelques outils. Alors, c'est une liste qui est évidemment pas exhaustive, mais c'est une liste qui peut servir de base de travail pour récupérer des informations. On a par exemple les sites internet, donc c'est la première ressource on va les consulter. Les réseaux sociaux qui sont également une mine d'or par rapport à tout ce qui est OSINT. Les moteurs de recherche, vous allez voir également que c'est assez puissant en fait et qu'on ne les utilise pas à leur pleine fonctionnalité. Il va y avoir les médias, donc on n'est pas obligé de rester sur Internet, ça peut être des médias papier, etc., des papers, les journaux, les bases de données publiques, enfin bref, toute source qui est ouverte et accessible publiquement à tout le monde. Alors, finalement, l'objectif de l'OSINT, ça va être quoi? Ça va être de générer des renseignements, de pouvoir corréler en fait toutes les informations qu'on va trouver pour en fait avoir des informations qui vont être pertinentes, exploitables et qui vont permettre de prendre des décisions éclairées au niveau des entreprises. Évidemment, en fait, ce qu'il faut bien comprendre aussi, c'est que à l'ère de l'intelligence artificielle et à l'ère où tout le monde maintenant a accès à l'information via Internet, qui n'est jamais qu'une succession de réseaux interconnectés les uns aux autres. Internet, c'est ça. Il faut vérifier également les informations dont on dispose parce qu'il y a beaucoup de fake news qui émergent. Et le fait, en fait, d'utiliser le SIN pour corréler ces différents points vont permettre d'attester de la véracité d'une information. En fait, récupérer une information, pour dire de récupérer une information, c'est pas super puissant. Par contre, récupérer plusieurs informations sur une cible en particulier pour justement corréler un mode de vie, par exemple, d'une personne, ça va être beaucoup, beaucoup plus puissant. Voilà. Alors, j'ai une deuxième petite question à vous poser. Donc là, il y a évidemment une réponse qui est correcte. C'est, à votre avis, quand je parle de 4%, qu'est-ce que ça représente? Est-ce que ça représente le pourcentage de personnes qui utilisent les réseaux sociaux au quotidien? Est-ce que c'est le pourcentage d'entreprises qui s'inquiètent de la cybersécurité? Est-ce que c'est le pourcentage d'informations auxquelles nous avons accès facilement via les moteurs de recherche? Ou est-ce que ces 4% représentent le pourcentage hebdomadaire d'entreprises qui subissent un incident au niveau cybersécurité? Alors, je vous laisse quelques minutes pour répondre. Alors, on voit que ça commence à se dessiner, donc pas mal de personnes répondent la réponse D, donc le pourcentage hebdomadaire d'entreprises qui subissent malheureusement un incident au niveau cybersécurité.
La réponse A, la réponse B, bah, elles n'ont pas beaucoup de succès, 0%. Et on a 25% donc des personnes qui participent au webinaire qui penchent plutôt pour la réponse C. Alors, la bonne réponse, c'est effectivement la réponse C. Donc, c'est le pourcentage d'informations auxquelles vous avez accès facilement. Le mot facilement, il est assez important, via les moteurs de recherche comme Google, Yahoo, DuckDuckGo et j'en passe. Alors, comment ça se fait qu'on a accès qu'à ces 4% d'informations? Pour ça, il faut bien comprendre comment Internet fonctionne. Au niveau Internet, je l'ai dit précédemment, c'est vraiment une suite de réseaux qui sont interconnectés les uns les autres et dont le but, ça va être de faire transiter de l'information. Alors, ici, sur cette dia-là, on a en fait une représentation d'un iceberg et il faut vraiment voir Internet comme ça où la surface de l'iceberg, donc ce que vous voyez, c'est ce qu'on appelle le ClearNet, c'est ce que vous utilisez au quotidien, ce à quoi vous avez accès. C'est vraiment l'Internet traditionnel qui fonctionne de manière totalement normale avec les moteurs de recherche, etc. Ce résultat d'Internet, en fait, ne représente que 4% de la face totale d'Internet et il est majoré par le Deep Web et ce qu'on appelle après le Darknet. Donc le Deep Web, c'est 90% d'Internet. Alors, le Deep Web, on reste dans la légalité, hein, c'est simplement une face cachée d'Internet que vous ne voyez pas de prime abord. Donc, c'est toujours accessible via un navigateur normal. Et la plupart du temps, en fait, les ressources qu'on va trouver sur le Deep Web, ce sont des ressources qui sont reprises, mais qui n'ont pas été indexées par des moteurs de recherche. Donc, on sait y avoir accès de manière totalement légale, normale, mais on ne va pas les voir de prime abord. Et alors, la face un peu plus sombre d'Internet, dont vous avez peut-être déjà entendu parler, c'est le Darknet, qui représente en fait 6% du trafic Internet. Alors, par rapport au Deep Web, le Darknet, c'est vraiment un réseau à part, dont le but, en fait, va être d'échapper à toute forme de surveillance. Et donc, on va avoir besoin de technologies spécifiques pour pouvoir y accéder, notamment Tor, qui est ce qu'on appelle un routeur oignon, qui permet d'accéder justement au dark web. Sur le dark web, on retrouve également tout du contenu qui est illégal, hein, qui n'est pas visible. Donc ici, dans les exemples, on a par exemple tout ce qui concerne la drogue, des informations illégales, mais on peut avoir également du trafic d'organes, etc. Donc c'est un peu moins réjouissant. Alors, les utilisations possibles de l'OSINT, voilà, c'est encore une fois une liste qui n'est pas exhaustive, mais c'est vraiment les principales utilisations. Donc, pourquoi est-ce qu'on va tenter de collecter des informations disponibles publiquement? Par exemple, les journalistes utilisent ce type de mécanisme en fait pour vérifier la véracité des faits. Un journal qui ne se baserait que sur un son de cloche, comme on dit, serait il aurait beaucoup de chances de se tromper sur ce qu'il publierait, pardon. Au niveau judiciaire, donc, il faut savoir que la police utilise beaucoup l'OSINT aussi pour rechercher les informations lors d'une enquête en cours, hein, essayer justement d'assembler les pièces du puzzle et de déterminer ce qui s'est passé. Ça fait partie de leur job. Ils ont des sections qui sont totalement dédiées à l'OSINT. On a également des utilisations qui touchent plus le domaine social, le domaine humanitaire. Donc, ce but de l'OSINT, c'est de lutter contre la désinformation et pouvoir dénoncer des crimes ou des faits qui se passent dans le monde. Il faut savoir que l'accès à l'information, c'est quand même une belle avancée, étant donné qu'il y a des pays qui sont régis par un régime de censure, tel que la Chine ou encore la Russie, et où donc on va cloisonner cet accès aux informations. Donc voilà. Et au niveau entreprise, donc ce qui vous intéresse le plus, l'OSINT en fait vous permet par exemple de surveiller la concurrence. Est-ce qu'une entreprise se développe correctement? Est-ce qu'une entreprise va peut-être lancer un nouveau produit et donc on va suivre un petit peu les opportunités qu'on va pouvoir aller chercher. On va essayer de sonder par exemple Internet pour savoir s'il y a des besoins spécifiques dans certains secteurs. Si oui, on va essayer de répondre à une problématique. Et donc voilà, ça c'est de l'OSINT également. Au niveau recrutement, il faut savoir que la plupart des RH utilisent l'OSINT aussi, hein, quand elles reçoivent un CV d'un candidat potentiel, elles vont faire des recherches sur ce candidat pour voir un petit peu qui c'est
et avoir une idée un petit peu plus fine en fait du profil en question. Et d'un point de vue cybersécurité, évidemment, l'OSINT est un des principaux vecteurs qu'on peut utiliser pour tenter de pénétrer, rentrer dans une entreprise de manière non autorisée en récupérant des informations qui sont plutôt, on va dire, sensibles ou qui permettent justement de définir certains vecteurs d'attaque. Alors, au niveau de l'utilisation, plus particulièrement en cybersécurité, en fait, la manière dont on va récolter les informations sur une cible en particulier, on va essentiellement utiliser les réseaux sociaux, on va tenter de déterminer des habitudes, les habitudes de certaines personnes, les habitudes de certaines entreprises. Est-ce qu'elles ont des ressources qui sont disponibles publiquement sur Internet? Si oui, lesquelles? Est-ce que les ressources qui sont disponibles sur Internet présentent des failles au niveau sécurité qui ont déjà été recensées? Est-ce que les équipements ont été patchés? Oui, non. Est-ce qu'on va pouvoir les exploiter? Et donc, ben, voilà, ça c'est purement au niveau de l'utilisation OSINT, au niveau cybersécurité. Alors justement, en fait, est-ce que tu pourrais expliquer à nos webinautes de tes expériences liées à l'OSINT lorsque tu as eu une mission de sécurité? Oui, étant donné que dans les tests d'intrusion qu'on propose, chaque test d'intrusion, en fait, en fonction du niveau de test que le client va demander, donc la plupart du temps, en fait, il y a différents niveaux de tests. Il y a les tests black box, grey box et white box. Et à chaque fois, en fait, le niveau d'information que le client va donner va être différent en fonction du test qu'il va demander. La plupart du temps, les entreprises préfèrent un test black box, donc c'est-à-dire que le pen tester, le hacker éthique, ne dispose d'aucune information sur l'entreprise qui va attaquer. Alors, la plupart du temps, donc comme je le disais, quand on a un pen test black box, qu'est-ce qu'on va faire? On va d'abord commencer par une phase de reconnaissance de l'entreprise, étant donné que on ne connaît pas finalement l'entreprise qui nous mandate pour déterminer si elle est vulnérable ou pas. Et donc, cette phase de collecte d'informations, elle se base d'abord sur des mécanismes OSINT. Et pour la petite anecdote, pardon, on avait été mandaté pour faire un pen test pour une société qui est active dans le milieu automobile, une grosse société, et on a commencé en fait par utiliser les réseaux sociaux pour déterminer les identités des personnes qui travaillaient dans cette entreprise. Par réseaux sociaux, celui qui se prête le mieux pour déterminer ce type d'information, c'est LinkedIn. Et donc sur LinkedIn, on a réussi à se faire une liste d'une trentaine d'employés. Dans la trentaine d'employés, ce qu'on a fait après, on a réussi à récupérer les adresses mail qui étaient associées à chaque collaborateur et on a su en fait déterminer si ces adresses mail avaient déjà été victimes par le passé d'une fuite de mot de passe. Alors, coup de chance pour nous, il s'avère que l'adresse email du CEO, son mot de passe, en fait, avait déjà fuité. Il y avait déjà quand même pas mal de temps. Et donc, après, on a utilisé en fait des bases de données pour renverser, si vous voulez, le mot de passe du CEO et réussir à le déterminer. On a réussi à récupérer le mot de passe qu'il utilisait et malheureusement, même si le mot de passe avait fuité il y a plusieurs années de cela, il était toujours utilisé et on a réussi justement à rentrer dans l'entreprise via le compte du CEO qui avait en plus de ça des droits admin sur l'infrastructure IT. Donc ça a permis après de pouvoir se propager un petit peu partout dans l'entreprise. Mais voilà, comment en fait à partir d'une information qui peut paraître banale, donc les personnes qui travaillent dans l'entreprise, on récupère les adresses mail, on regarde s'il y a eu des fuites de mots de passe, et quand on arrive à récupérer le mot de passe qui avait fuité, voilà, on est content, surtout quand il est encore utilisé dans l'entreprise. Oui, on a découvert la fuite, quoi. Voilà, c'est tout à fait ça. Alors, au niveau des outils, ce slide en fait représente des outils qu'on a, on a recensés en fait pour pouvoir faire de l'OSINT. Donc, ce diagramme, il date de 2017, il est plus tout jeune, mais il reste toujours d'actualité, en sachant qu'on a par exemple tous les réseaux sociaux qui sont là au-dessus, où on va récupérer pas mal d'informations. Tous les moteurs de recherche, donc qui représentent une arme redoutable aussi. Tout ce qui concerne plus les équipements connectés. Donc ici, la catégorie s'appelle webcam, mais l'outil Shodan permet de faire bien plus que détecter des webcams qui sont ouvertes sur Internet. On aura l'occasion d'en voir après. Et donc finalement, on voit que cette liste d'outils, elle n'est pas
petite. C'est quand même assez impressionnant. Je vous invite à aller sur le site osinframework.com où en fait vous allez retrouver, je ne sais pas si j'arrive à repartager mon écran. Non, ça ne marche pas, mais ça va être embêtant pour les démos. Christophe, est-ce que tu penses que si je rafraîchis la page, je serai toujours rentré dans le webinaire? Alors, je ne suis vraiment pas du tout la personne à qui il faut poser ce genre de questions. C'est plutôt Parce que si je n'arrive... Marie-Pascale qui t'écoute qui doit pouvoir te répondre. Oui, parce que je n'arrive pas à partager mon écran. Et donc, je ne sais si le webinaire est en cours, est-ce que je saurai le rejoindre par la suite? Normalement, oui, il n'y a pas de problème. Je vais juste alors vite rafraîchir la page, parce que je suis désolé, mais si je ne sais pas partager mon écran, ça ne va pas être pratique pour les petites démos. Eh bien, me revoilà. J'espère que je vais avoir plus de chance dans mon partage d'écran. Share. Ça a l'air de mieux fonctionner. Je ne sais pas, Christophe, est-ce que tu vois l'écran? Oui. Oui, on voit l'écran. Super. Alors, je vous disais d'aller faire un tour sur le site OSINT Framework. Pourquoi? Parce que ce site, en fait, recense un grand nombre d'outils qu'on peut utiliser pour faire de l'OSINT. Et en fait, ces outils sont triés par catégorie. Donc, si vous voulez tenter de récupérer des informations sur un nom d'utilisateur en particulier, vous déroulez la petite bulle et vous allez en fait avoir différents noms d'outils que vous allez pouvoir utiliser pour récupérer ces informations. Et donc, vous avez comme catégorie les noms d'utilisateurs, les adresses email, les noms de domaine, les IP que votre entreprise va utiliser, les réseaux sociaux. Enfin bref, il y a vraiment beaucoup d'outils qui sont référencés là-dessus. Et vous avez à chaque fois au-dessus une petite description. Alors, on ne voit sûrement pas très bien dans la présentation, mais en fait, vous allez avoir des indications sur est-ce que l'outil est un outil en ligne, est-ce que l'outil nécessite un enregistrement, hein, est-ce que c'est un outil payant, est-ce que l'outil nécessite d'être installé. Voilà, il y a vraiment pas mal d'infos. Je vais revenir sur les slides. Super, c'est reparti automatiquement. Alors, le deuxième diagramme, le deuxième slide, en fait, c'est l'évolution des outils qui sont mis à disposition, mais il date de 2023. Alors, il est fourni par Social Links, hein, qui est une entreprise qui permet d'avoir pas mal d'informations, de contenu au niveau OSINT. Et c'est vraiment le landscape, donc le paysage des outils qu'on va pouvoir utiliser en 2023 pour faire de l'OSINT. Alors, les outils qui ont été présentés aux slides précédentes ne sont évidemment pas obsolètes, mais vous voyez en fait que ces pratiques se développent de plus en plus et qu'on va en fait avoir des outils de plus en plus performants en fait pour pouvoir récupérer des informations qui sont disponibles publiquement. Alors, je vais arriver ici donc au niveau de l'importance de l'OSINT. Ça rejoint un petit peu les autres slides qu'on avait avant. Alors, vous, en quoi pour votre entreprise l'OSINT est importante? La première étape, en fait, l'OSINT va vous permettre de faire de la reconnaissance au niveau des menaces. Donc, au niveau des informations publiques qu'on peut trouver pour votre entreprise, vous allez pouvoir identifier et comprendre des menaces potentielles pour pouvoir mieux vous y préparer, pour pouvoir corriger ces menaces. On va prendre l'exemple, par exemple, d'un service qui tourne dans votre entreprise, qui est accessible publiquement, mais qui n'a pas été mis à jour depuis longtemps. En utilisant l'OSINT, vous allez pouvoir en fait déceler ce service et le mettre à jour. Vous avez la partie veille stratégique. Donc ici, c'est plutôt au niveau business management de l'entreprise, hein. En regardant un petit peu, comme je l'ai dit précédemment, ce que font les autres entreprises, vous allez pouvoir en fait tracer une espèce de map avec des informations qui vont vous permettre de prendre des décisions stratégiques vis-à-vis de votre business.
Et alors, la sensibilisation à la sécurité, au fur et à mesure que vous allez faire de l'OSINT, vous allez prêter une oreille un peu plus attentive à la sécurité de votre entreprise. Donc, vous allez avoir une meilleure compréhension des risques, savoir, par exemple, tel service, je vais le rendre accessible sur Internet. Oui, non, pourquoi est-ce que le jeu en vaut la chandelle? Et vous allez en fait apprendre à placer des mesures qui vont être adaptées par rapport aux services que vous allez publier ou aux informations que vous allez divulguer. L'importance de l'OSINT, alors vous verrez qu'on a un peu fait le tour du topic, hein. C'est que en fait il y a des points négatifs et des points positifs à l'OSINT. Ici, les différents points sont triés par points positifs, points négatifs. Alors le premier, c'est que l'OSINT va permettre aux professionnels de la sécurité de les aider, de déceler justement ces vulnérabilités-là. Elles vont permettre de se rendre compte des données que vous exposez publiquement. Donc, au niveau GDPR, on sait bien que les organismes maintenant sont obligés de supprimer les informations vous concernant pour tel ou tel service si vous en faites la demande, ou de collecter certaines informations pour des fins qui ont été données. Mais vous allez voir que dans les faits, c'est pas toujours le cas. Vous allez pouvoir en fait identifier les menaces externes et les points faibles d'une entreprise. Et un des gros points négatifs de l'OSINT, c'est que évidemment, toutes les informations que vous savez récupérer concernant votre entreprise, étant donné que c'est disponible publiquement, des personnes mal intentionnées ont exactement les mêmes informations que vous. Et donc, cet accès à l'information est vraiment uniforme, que ce soit pour des personnes bien intentionnées ou mal intentionnées. Le problème, c'est que des personnes mal intentionnées, en récupérant un tas d'informations vous concernant ou concernant votre entreprise, vont pouvoir élaborer des attaques au niveau cybersécurité ou faire de l'ingénierie sociale pour parvenir à leur fin. Et il faut savoir également que l'OSINT, à une échelle un peu plus grande qu'au niveau entreprise, c'est également utilisé par les gouvernements de différents pays afin justement de faire de la reconnaissance sur ce qui se fait dans les pays voisins. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, il y a le film Snowden, là, qui était un employé de la NSA et qui a participé activement justement à la surveillance de masse de différents pays. Donc, c'est assez impressionnant et ça retrace vraiment la vie réelle de la personne, donc si vous ne l'avez pas vu. Alors, un autre concept qui est pas mal en OSINT et qui se vaut la peine d'être défini, c'est la partie sock puppet. Donc, sock puppet, c'est quoi? C'est une marionnette. Et le but d'un sock puppet, en fait, ça va être de vous créer une identité fake, donc une fausse identité, dans le but de pouvoir tromper quelqu'un. Alors, quand on dit tromper, c'est dans le sens positif et dans le sens négatif du terme. Donc, soit, par exemple, les idéologies que vous allez défendre sont peut-être un petit peu sensibles et vous n'avez pas envie de défendre ce type d'idéologie en utilisant votre vraie identité. Vous voulez, par exemple, défendre une organisation, mais voilà, pour les mêmes motifs, vous n'avez pas envie de donner votre réelle identité, vous allez créer une fausse identité. Vous allez pouvoir supporter également ou nuire à quelqu'un ou à une organisation. Donc, à chaque fois, le positif de ce qu'amène l'OSINT peut également apporter les mêmes côtés en négatif. L'exemple le plus flagrant, c'est supposons une personne qui regarde le contenu social, le compte d'un réseau social d'une personne, la personne la bloque, elle veut continuer à aller voir ce que la personne fait, elle va aller créer un faux compte dans le but justement de continuer cette surveillance. J'ai mis une URL ici qui est fakegenerator.com. Alors, je vais vous montrer rapidement comme c'est facile de générer une fausse identité. Alors, hop, fake generator. Je repasse sur le basculement de mon partage d'écran. Alors, un instant. Voilà. Normalement, vous devez revoir mon écran. Alors, je ne suis pas quelqu'un qui accepte facilement les cookies, donc voilà, je suis ce genre de personne qui les retire parce que tout ce qui est tracking, ça ne m'intéresse pas trop. Et donc voilà, sur ce site, vous pouvez vous créer une identité qui est totalement random, qui est totalement fake. Alors, c'est assez bien fait, vous pouvez choisir le pays. En fonction du pays que vous allez choisir, va vous sortir un prénom ou un nom avec une consonance qui ressemble plus au pays. Vous pouvez déterminer si vous êtes un homme, une femme. Voilà, je vais prendre une femme. Et mon nom, j'aimerais bien que ce soit un nom français. Je fais Generate. Et voilà, je m'appelle maintenant Armina Duval. Le nom ne me plaît pas, j'en crée un autre. Alexandrin Angélil, voilà.
il vous génère en fait sur base de vraies adresses une adresse qui n'est évidemment pas la vôtre. Et alors, vous avez toutes les informations pour constituer votre faux profil. Ça va même jusqu'à la génération de fausses cartes de crédit, donc avec un CVV qui match au numéro qui est calculé. Bon, évidemment, les méthodes de paiement ne fonctionnent pas, quoique il y a des plateformes de paiement il y a déjà longtemps où en fait ils acceptaient le numéro de carte. Évidemment, quand il fallait débiter, ils se rendaient compte qu'il y avait un problème. Mais voilà, donc la création d'une identité, c'est assez simple, c'est rapide et c'est à la portée de tous. Donc, il faut être un petit peu vigilant par rapport à ça. Je retourne sur le slide. Et normalement, il est censé revenir. Voilà. Alors, au niveau cyberattaque, je vous ai dit que on utilisait l'OSINT pour effectuer certains types de cyberattaques. Hein. L'exemple que j'ai donné avec LinkedIn, c'est pas un cas isolé. Et donc, quand ces cyberattaques elles réussissent, en fait, on peut aller jusqu'au vol d'identité de la personne. Donc, on a récupéré toutes les informations concernant une personne. On va pouvoir en fait prétendre être elle et essayer d'accéder à des services auxquels elle a accès. Tout ce qui est ingénierie sociale, donc le but de manipuler les gens pour arriver à aller à sa fin. Donc le cas le plus répandu d'ingénierie sociale, c'est évidemment les attaques de phishing, où on est maintenant bien loin en fait des faux mails qui étaient vraiment obvious à flaguer. Là, on est vraiment dans du peaufinage. Hein. On va avoir des mails avec des noms de collègues, parfois des liens qui ressemblent à des liens légitimes, etc. Donc les attaques sont de mieux en mieux élaborées. Vous allez pouvoir tenter de voler des comptes utilisateurs, justement de faire fuiter des données, hein, les récupérer, par exemple des données, on va le voir après dans la recherche, dans les recherches qu'on peut effectuer sur les réseaux sociaux et sur les moteurs de recherche, comment on peut cibler une recherche pour récupérer un certain type de documents. On va pouvoir tenter d'infiltrer des entreprises, un mot de passe qui a été corrompu qu'on aurait récupéré. Il y a également tout ce qui est attaque sur les mots de passe. Donc, attaque sur les mots de passe, pour ceux qui n'étaient pas là au webinaire précédent, le webinaire, il portait sur la sécurité des sites e-commerce et on avait vu comment, en quelques secondes, on pouvait générer un dictionnaire, donc un fichier qui va contenir toutes des tentatives de mots de passe qu'on peut utiliser sur une personne, uniquement en répondant à certaines questions comme son nom, son prénom, son âge, est-ce qu'elle a un animal de compagnie, son compagnon, ses enfants, etc. Et la machine, en fait, va permettre de générer des centaines de milliers de possibilités qu'on va pouvoir tester pour rentrer justement sur le compte d'une personne. Et le dernier point, donc, c'est les attaques par déni de service, où le but, là, ça va être justement de nuire au service de votre entreprise. Donc, si je prends l'exemple d'un site web, on rend le site web inaccessible pour les autres entreprises. Alors, je vois un commentaire, créer une fausse identité crédit pour faire de l'OSINT est une infraction en Belgique. Alors oui, évidemment, quand on ment sur son identité, c'est évidemment illégal, mais il faut savoir que le procédé existe et que c'est pas parce qu'il est illégal qu'il n'est pas utilisé. Donc ça, c'est un autre débat. Alors au niveau des démos, voilà, on va passer à la partie un petit peu plus croustillante, j'ai envie de dire. Je vais vous repartager mon écran et plus spécifiquement le navigateur. Alors voilà, donc ça c'est un navigateur, tout ce qu'il y a de plus traditionnel. Et j'ai pris le moteur de recherche que je pense la majorité des personnes de ce webinaire utilisent, donc Google. Alors Google, il faut savoir que quand on fait une recherche, voilà, je vais rechercher par exemple un chien. Tout ce qui me sort ici, c'est réellement les 4% d'informations qui sont disponibles dans cette partie d'Internet auquel tout le monde a accès sans trop d'efforts. Alors, il faut savoir que Google connaît certains mots-clés
Et ces mots-clés vont permettre d'affiner les recherches. Alors, ces mots-clés, ils sont plus connus sous le nom de Google Docs, donc c'est le Google Hacking, on va dire. Et donc, vous voyez, par exemple, ici, je ne sais pas si vous voyez bien, je peux tenter de mettre un petit peu plus grand. Voilà. En fait, c'est toutes des commandes qu'on peut utiliser et que Google comprend et va pouvoir interpréter. Alors, évidemment, il y en a énormément. On voit, il y a 529 pages de commandes possibles. Et à chaque fois, en fait, c'est des commandes qui ont permis d'accéder à une ressource qui était publiquement disponible, mais qui était, on va dire, bien cachée comme ça. Alors, ces mots-clés, pour des ressources basiques, ils ne sont pas très compliqués à manipuler, hein. Je peux, par exemple, utiliser le mot-clé file type et lui mettre que je cherche des fichiers Excel, hein, des fichiers XLS, et que dans l'URL, j'aimerais bien avoir tout ce qui concerne les emails. Ben, on voit ici que tout ce qui me renvoie, en fait, c'est tous des documents Excel que je vais pouvoir ouvrir et qui, a priori, contiennent des emails, enfin une liste d'emails, pardon. Vous pouvez faire évidemment la même chose avec un document PDF, un document TXT, un Word ou que sais-je. Si je reprends un autre mot-clé et que je prends par exemple le site du SNI, on espère qu'ils sont, qu'ils sont sécurisés. Donc je lui indique simplement via mes recherches que le site sur lequel je veux qu'il effectue mes recherches, c'est sninet.be, qui est le site du SNI. J'ai oublié les 3 fois W. Et je vais lui demander de me sortir, par exemple, tous les PDF qui sont sur ce site. Évidemment, un certain nombre de fois, Google détecte que voilà, il y a peut-être quelque chose qui se passe, donc il y a la sécurité avec les CAPTCHA qui arrivent, mais on sait toujours voilà, prouver qu'on n'est pas un robot. Et si je clique, on voit que ici j'ai accès uniquement aux documents PDF qui sont sur le site du SNI. Donc les recherches sont vraiment filtrées et c'est ça qui permet en fait d'arriver à récupérer un maximum d'informations quand on sait cibler ce qu'on recherche. J'avais encore un petit exemple pour vous. Il faut savoir que les moteurs de recherche, en fait, ils indexent les sites qui sont en ligne et les développeurs ont la possibilité d'indiquer en fait que certaines parties, certaines portions du site ne peuvent pas être indexées. Enfin, ils ne souhaitent pas que ce soit indexé. Il y a un site qui est utilisé à des fins d'entraînement qui s'appelle Megacorp One. Voilà, donc il y a un faux site, hein. Et ce site-là, je vais l'utiliser ici pour lui demander un certain type de fichier particulier, donc megacorp1.com, et je vais lui demander en fait les fichiers TXT. Ce fameux fichier robot.txt que Google me ressort, en fait, c'est un fichier qui concerne des URL qui ne sont pas forcément référencées sur le site. Et donc là, on voit qu'il y a une page qui s'appelle nanit.php. Et si je retourne sur mon site Megacorp One et que je mets un / nanit.php, voilà, j'ai ici accès à une page qui normalement n'est pas visible par le site. Alors ça, c'est fait avec un site d'entraînement. Il faut savoir que si vous reprenez un autre site, si je prends le site fgov.be par exemple, voilà, je retrouve encore une fois ce fichier robot.txt. Et là, on voit en fait que les développeurs ont indiqué qu'ils ne souhaitaient pas que ces pages-là soient référencées. C'est pareil pour le site just.fgov.be, on voit qu'il y en a beaucoup plus. Et donc, toutes ces pages-là que vous avez, elles ne sont pas référencées sur Google. Pourtant, vous avez réussi à trouver l'information ici de où elles se trouvaient sur le site ici, ijustice.just.fgov.be. Et donc, c'est des informations qui sont disponibles publiquement et que vous pouvez utiliser par la suite. Je continue un petit peu ma démo, hein. Donc, je vais passer après sur le site Have I Been Pwned. Ce site-là, qui est une super ressource aussi, j'en avais parlé lors de mon précédent webinaire. En fait, il vous permet de déterminer si l'adresse email que vous utilisez est référencée dans un leak, donc dans une fuite de mot de passe ou dans une fuite de données. Si je teste par exemple mon adresse à moi, on va voir. Voilà, ok, bonne nouvelle. En gros,
mon adresse ici n'a pas été référencée dans une fuite de données. Par contre, j'ai des collègues néerlandophones qui effectuent également des missions en cybersécurité. Et je peux essayer, par exemple, avec son adresse. Donc là, on voit que cette adresse mail Gmail, qui est celle de mon collègue néerlandophone, a déjà été référencée dans des fuites de bases de données pour les services suivants. Donc, il avait un compte apparemment Open Subtitles et la plateforme ici s'est fait pirater et les hackers ont réussi à récupérer des informations comme le nom d'utilisateur, le mot de passe. Et voilà, donc son adresse, elle était contenue dans cette fuite de données. Et on a en fait les autres plateformes sur lesquelles son compte a fuité. Il y a une fonction qui est super pratique sur ce site, qui est la fonction Notify Me. Donc, quand vous cliquez ici, vous pouvez en fait indiquer votre adresse email et vous allez être averti par email dès que votre adresse mail a été référencée dans une fuite de données. Donc, c'est toujours bien de le savoir. Alors, je passe après, donc toujours évidemment dans la partie OSINT. On a vu tantôt dans le slide qu'on référençait pas mal de choses pour les caméras. Il faut savoir que c'est un peu moins le cas maintenant, pourtant il y a encore quand même pas mal de devices comme ça qui sont vulnérables. En fait, on est confronté à une problématique où on a de plus en plus d'objets connectés qui sont vendus dans le commerce. Et ces objets connectés, en fait, sont disponibles à monsieur tout le monde, on va dire. Si on prend l'exemple des caméras de surveillance, la plupart des gens installent eux-mêmes leurs caméras de surveillance qu'ils ont achetées dans la grande surface du coin ou qu'ils ont commandé sur Amazon ou sur chez n'importe quel vendor. Et en fait, ce qui les intéresse, c'est d'avoir accès à leurs caméras quand ils ne sont pas chez eux, évidemment, pour voir ce qui se passe. Et donc, ils vont autoriser ou configurer, sans le savoir, des flux rentrant vers la caméra, mais ils ne vont pas protéger les mécanismes d'authentification. Et donc, il y a encore énormément de caméras dans le monde où les noms d'utilisateurs et les mots de passe qui sont utilisés pour s'authentifier sur la caméra sont ceux par défaut. Alors, au niveau OSINT, évidemment, à partir du moment où on va rentrer des noms d'utilisateurs ou mots de passe pour rentrer dans la caméra, il y a une intrusion, on rentre dans le système de la personne. Et donc, je ne suis pas sûr que ce soit totalement légal, mais encore une fois, ça, à mon avis, la personne qui fait le webinaire sur la juridiction la semaine prochaine pourrait répondre plus dans le détail. Mais il faut savoir qu'il y a des caméras qui sont également accessibles en libre service, donc qui ne nécessitent pas d'authentification. Et donc ici, le site qui s'appelle inseccam.org recense en fait, en fonction des technologies et en fonction des différents pays, toutes des webcams qui sont accessibles en libre service. Donc ici, on voit par exemple qu'on a une caméra à Gand, caméra à Bruxelles, caméra à Assel qui filme je dirais, l'entrée d'une maison. Et quand vous cliquez dessus, peut-être que celle-là, elle n'est plus disponible. On peut essayer d'en prendre une autre. Vous savez vraiment en fait regarder en temps réel ce qui se passe chez les personnes concernées. Donc on voit bien ici, l'heure elle n'est pas à jour, mais ça décompte quand même, et on est bien le 16 du 5. Voilà, donc il faut savoir que ça existe. Je continue un petit peu donc dans tout ce qui est recherche d'informations. Je vais vous montrer maintenant un autre site en fait qui permet de collecter de l'information. Alors, le site, il s'appelle Wayback Machine et il permet quoi? Il permet, en fonction d'un site web qu'on va lui indiquer, de pouvoir revenir à une version antérieure du site web. Alors, évidemment, c'est super utile pour pouvoir remonter et récupérer de l'information qui ne serait peut-être plus disponible à l'heure actuelle sur le site. Donc, si je refais ma recherche sur le site du SNI, sninet.be, que je mets Go. Petit souci, je vais retourner dessus. Voilà, Wayback Machine. Hop, alors sninet.be. Voilà, on voit que pour le site du SNI, par exemple, on est en 2024, on s'est remonté jusqu'en 2002.
Je vais aller voir ici au milieu, par exemple, en 2011. En 2011, on voit que le site apparemment a changé, enfin, il y a eu des modifications le 16 septembre et il y a eu un snapshot, donc un cliché du site qui a été pris à ce moment-là. Et il y a également un autre cliché qui a été pris le 12 décembre. Alors, si je vais à celui du 12 décembre, je peux demander de voir le site, voir à quoi il ressemblait à cette date-là. Donc, il est en train de charger. Ok, apparemment, le domaine ici redirigeait vers un autre site qui est le nsz.be. Donc, je pense que c'est le SNI, mais côté néerlandophone. C'est la partie néerlandophone. Voilà, c'est ça. Et donc, on voit que le site en 2011 ressemblait à ceci. Alors, si je vais sur le site du SNI maintenant, il a drastiquement changé de look. Et donc, il est possible en fait de retrouver une version antérieure d'une ressource sur Internet. Et donc, c'est ça que c'est toujours très important en fait de réfléchir à ce qu'on va publier parce que à partir du moment où c'est en ligne, il faut bien prendre conscience que même si vous le supprimez, l'accès aux personnes et à cette information, il est quasiment dans la plupart du temps permanent. Donc, voilà. Alors, au niveau de je continue un petit peu ma recherche d'informations hein, au niveau donc de tout ce qui est public. Il faut savoir que les entreprises fonctionnent, enfin vous pour avoir un accès à Internet, vous utilisez ce qu'on appelle des adresses IP et des noms de domaine. Un nom de domaine, c'est par exemple google.be et ce nom de domaine, derrière, il y a quoi? Il y a une adresse IP. Alors, le service qui gère en fait ce nom de domaine, c'est le service DNS, donc c'est lui qui va être chargé, sans rentrer techniquement dans les détails, de convertir en fait ce nom de domaine en adresse IP pour que lui soit interprétable par la machine. Le site dnsdumpster ici.com, il va vous permettre en fait avec un nom de domaine de lister tous les sous-domaines qui sont associés au nom de domaine que vous avez rentré. Alors, moi, j'avais fait la démo sur le site toujours du SNI, donc sni.be, sninet.be, voilà. Je recherche et on va voir ce qui va me sortir. Vraiment checké. Oui, c'est ça, le but, c'est vraiment de collecter un maximum d'informations sur une entité en particulier. Et donc, par exemple, pour le SNI, vous utilisez le nom de domaine SNInet et on voit que à ce nom de domaine sont associés plusieurs serveurs DNS qui permettent de répondre et de vous localiser, dire où est-ce que vous êtes. Et on voit également que vous utilisez par exemple Outlook, donc la suite Office 365 pour l'envoi de vos mails. On voit également qu'il y a plusieurs records TXT, mais ici c'est pas très important. Et on voit en fait que il n'y a qu'un seul record qui est disponible, c'est le 3xW. Donc c'est probablement votre site web. Et on voit également la technologie sur laquelle il tourne. Alors ici, il n'y a rien de bien croustillant, on va dire, mais on peut tester avec d'autres noms de domaine. Donc si je prends multipharma.be, hein, qui est un gros groupe de pharmacie en Belgique, et que je regarde un petit peu ce qu'eux ont, ils utilisent également Office 365. Et eux, par exemple, on voit qu'ils ont beaucoup plus de sous-domaines associés à leur nom de domaine principal. Donc, on voit qu'ils ont une plateforme qui s'appelle my.multipharma.be, MyAdvantage, peut-être pour un programme de fidélité. Le owa.multipharma.be, c'est probablement pour la gestion de leur mail. Ils ont des environnements de test, hein, un staging ici, je vois. Et à chaque fois, vous avez les adresses IP de où ces services sont localisés. Alors, ces adresses IP, elles vont vous permettre de faire quoi? Justement, vu qu'on est dans le cadre de l'OSINT, de rebondir, de prendre une information que vous avez récoltée pour tenter de déterminer une autre information. Et donc, si je prends par exemple, je vais prendre le premier, je ne sais pas trop où ça va mener, mais le ibtop.multipharma.be, son adresse IP publique, elle est là. Et moi, ce que je vais essayer de déterminer, c'est est-ce qu'il y a des services qui tournent derrière ce nom de domaine? Et si oui, peut-être qu'il y en a qui sont vulnérables. Donc, pour ce faire, j'utilise un autre outil qui était également présent dans la liste d'outils dans les slides, qui s'appelle Shodan. Et Shodan, en fait, c'est quoi? C'est un service qui va continuellement crawler Internet, donc qui va tenter d'inventorier Internet, donc toutes les adresses IP publiques qu'on utilise, pour déterminer en fait les services qui se cachent derrière. Alors, j'ai juste repris l'IP public qui était associé au service multipharma, et voilà, je lui demande de me donner une recherche, c'est magnifique. Apparemment, il n'a rien derrière ceci. Je vais en tester
une autre. Hop. Qu'est-ce qu'il y a là derrière? Bon, il n'y a pas grand-chose. Ici, on a un vpn.multiformat.be hein, qui est pour la connexion à distance, à mon avis, à la société. Ah ben voilà, là on a un peu plus de résultats. Donc on voit sur base de ceci que vpn.multiformat.be qui a l'IP 213.181.52.31, cet IP est hébergé chez Proximus, donc c'est eux qui délivrent le service, et on a plusieurs services qui tournent derrière. Donc on a un www.vpn.multiformat.be, on a, ça c'est super intéressant, par exemple dans le cas d'un test d'intrusion, on voit que Multiformat utilise un firewall de marque Checkpoint. Donc c'est un vendeur hein, qui vend des firewalls, des pare-feux. Et donc, on peut également prendre cette information et tenter de déterminer est-ce que la version du firewall qui tourne est à jour, est-ce qu'il n'y a pas de vulnérabilité. Donc voilà, et on voit également qu'il y a d'autres ports qui sont ouverts, donc le port 80, le port 264 et le port 443. Alors, sans encore une fois rentrer trop dans la technique, un port, c'est quoi? Il faut voir ça comme une porte d'entrée. Donc, vous avez votre adresse IP publique, donc celle que vous utilisez pour pouvoir avoir accès à Internet au sein de votre entreprise. Et ces ports-là, en fait, c'est des ports d'entrée qui sont ouvertes pour permettre l'accès à un service depuis l'extérieur, depuis Internet. Et voilà, donc ça, on peut également le noter et on peut après tenter de déterminer encore plus d'informations et vraiment rentrer dans une spirale où on collecte une information qui est publique. On va tenter de rebondir, hein, de pivoter, comme on dit dans le milieu, pour arriver à trouver en fait une autre information qui pourrait être tout aussi importante. Voilà, je ne sais pas s'il y a il n'y a pas l'air d'y avoir de questions pour le moment, donc je continue. Il faut également savoir que une IP publique ou un nom de domaine, elle est sujette à quoi? À ce qu'on va appeler la réputation. Donc évidemment, des IP publiques ou des noms de domaine qui sont malicieux, malveillants, elles vont avoir un score de réputation qui est assez bas. Pour pouvoir vous montrer cela, je vais d'abord... bon, je vous montrerai après. Ça peut entraîner quoi en fait? D'avoir une réputation d'IP trop basse, par exemple, quand vous allez envoyer des mails à vos clients, ces mails vont systématiquement arriver dans les spams. Pourquoi? Parce que l'opérateur qui est chargé de distribuer le mail, il a le plus souvent des listes d'adresses IP qui ont été déterminées comme potentiellement nuisibles, on va dire, via différents critères. Hein. Par exemple, si vous envoyez énormément de mails, de newsletters, qu'il y a 10 000 mails qui partent par jour, vous allez avoir une réputation d'IP un petit peu bizarre, un petit peu suspecte, et donc ça va être monitoré. Et certains en fait, fournisseurs peuvent vous refuser la réception d'un email, par exemple. Alors, il y a des sites comme Talos ou alors Siren IP qui permettent de checker en fait la réputation de votre IP public ou de votre nom de domaine. Alors, pour savoir quel est votre IP public quand vous êtes en entreprise ou même chez vous, vous allez simplement sur Google, vous tapez What's my IP et en fait, vous avez directement l'IP public de votre maison ou de votre entreprise. Voilà, donc ça permet vraiment de checker la réputation. Je vais passer maintenant au niveau démo, mais sur des outils qui nécessitent d'être installés sur un système d'exploitation. Donc, ce n'est plus des outils qu'on a en ligne. Pour ce faire, je vais repartager mon écran. Hop là. Alors, la première démo que j'aimerais bien vous montrer. Voilà, donc ça, c'est juste un terminal. C'est qu'est-ce qu'il est possible de faire également en OSINT quand on récupère des fichiers, par exemple. Et donc, ici, si je regarde, dans ma première démo, j'ai une image. Donc, voilà, je vais l'ouvrir. Ouais, évidemment, vous ne la voyez pas. Donc, je vais devoir, à mon avis, partager mon écran au complet. Share. Voilà, super. Donc, l'image que je viens d'ouvrir, c'est celle-ci. Alors, on y voit quoi? Rien de bien particulier, hein, c'est une enseigne publicitaire, mais
à mon avis, on s'est quand même tiré pas mal d'informations de cette enseigne. Alors, il existe des outils qu'on peut installer soit sous Windows, soit sous Linux, soit sous Mac, qui permettent en fait de déterminer certaines informations. L'un de ces outils s'appelle ExifTool. Je vais peut-être mettre un chouïa plus grand parce que je vois dans la preview qu'on ne voit pas grand-chose. Voilà. Et donc, via ExifTool, je vais pouvoir récupérer ce qu'on appelle des métadatas. Donc, ces fameuses données qui sont intégrées à un fichier. Et vous allez voir qu'il y en a vraiment pas mal. Alors, juste en exécutant la commande sur mon fichier, hein, mon image qui est là, je sais déterminer toutes les informations qui sont ici. Et les plus intéressantes, elles se trouvent souvent à la fin. Hein. Alors, dans les informations intéressantes, on a quoi? On a le fait que voilà, la photo elle a été prise par un iPhone 13. On a également d'autres informations comme la position GPS, d'où se trouvait la personne quand elle a pris la photo. Et en fait, on a les coordonnées GPS. Alors, pour ceux qui ont déjà utilisé un petit peu Google Maps, vous allez voir que ces coordonnées GPS que j'ai retranscrites ici, hein, c'est exactement les mêmes, hein, 50 degrés, 18, 54, 48. Donc, c'est celle-ci. Si je les copie, copie, que je vais sur Google Maps, que j'introduis mes coordonnées, ben, voilà, ça m'emmène à un endroit en Belgique. Alors, je vais mettre le petit Street View qui est là. Hop. Et je vais commencer à regarder est-ce que cette photo a bien été prise là. Ben, apparemment, si je mets les deux en vis-à-vis, où est-ce qu'elle est ma photo? Elle est là. On voit que le visuel du panneau publicitaire a l'air de correspondre à celui-là. Hein. Si je continue ici, je vois qu'il y a un lampadaire. Il y a également un lampadaire qui est là dans la photo. J'avance encore un petit peu, voilà. Voilà, on peut dire, sans trop de crainte, que ce point de vue-là est quand même fort similaire à ce qu'on voit ici. Et donc, a priori, moi, je ne pense pas, quand je publie une photo sur Internet, que les personnes vont pouvoir récupérer ce type d'informations. Alors, il y a également des mécanismes de protection qui sont mis en place. Par exemple, je pense, je suis quasiment sûr, que Facebook écrase en fait les métadonnées dès que vous chargez un fichier pour justement qu'on ne puisse pas récupérer toutes ces informations. Mais il y a d'autres solutions qui ne le font pas. Et il faut savoir que si vous partagez par exemple une photo, des photos de vacances via une solution comme une solution cloud, Google Drive ou OneDrive ou peu importe, ces informations elles ne sont pas écrasées. Donc il est toujours possible de récupérer des informations qu'on ne souhaiterait peut-être pas, juste avec une image. Donc ça, c'est assez intéressant aussi. Je vais passer également aux autres démos. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, ça c'est un système d'exploitation qu'on utilise énormément en sécurité offensive. La distribution s'appelle Kali, elle est disponible tout à fait légalement en téléchargement sur Internet. Et c'est un système d'exploitation à part entière. Donc vous voyez, c'est un peu comme Windows, hein, j'ai un menu, sauf que à la différence de Windows, j'ai pas d'icône pour faire du traitement de texte, pour aller sur Internet, etc. J'ai plutôt en fait toutes des applications qui sont triées par thématique, donc collecte d'informations, analyse de vulnérabilité, etc. Et donc, moi, j'utilise cette distribution-là quand on a des missions cybersécurité. Et cette distribution-là, en fait, elle a l'avantage de pouvoir exécuter plein d'outils qui ne sont pas disponibles en ligne, mais qui sont totalement open source et trouvables sur Internet assez facilement et qui vont vous permettre en fait de récolter, encore une fois, plein d'informations qui sont disponibles publiquement. Alors, il y a un outil qui s'appelle The Harvester, voilà, et lui va permettre en fait de manière automatisée de récupérer plein d'informations sur une cible en particulier. Alors ici, je vais faire la petite démo avec le site fgov.be et je lui indique simplement le moteur de recherche qu'il va devoir utiliser. Donc moi je dis commence par Bing. On peut utiliser plein de moteurs de recherche différents. On peut même utiliser des solutions où on va en fait se loguer dans l'application et avoir évidemment plus de résultats. Alors, The Harvester ici, il m'a déjà trouvé, à mon avis, il y a moyen de trouver beaucoup plus, 4 emails qui sont associés au nom de domaine fgov.be. Donc,
il y a Press, Info, RX Agreement, hein, je ne sais pas trop ce que c'est. Il y a plein de noms, enfin de sous-domaines qui appartiennent à fgov.be, un petit peu comme ceux qu'on avait vus avec le site web DNS Dumpster. Donc on a économie, justice, health, enfin bref, voilà. Et donc tout ça, encore une fois, c'est public. C'est juste que l'outil va nous simplifier la tâche et va nous permettre de diminuer nos efforts et notre temps. Alors, dans les autres outils que j'aimerais bien vous montrer, il y a un outil qui s'appelle ReconNG. Donc, ReconNG, c'est un petit peu comme Deharvester, on sait avoir plein d'informations différentes. Et cet outil, à la différence de Deharvester, il dispose d'un marketplace. Donc, si je vous montre ici un petit peu ce qu'il y a, vous allez voir que vous pouvez télécharger tout plein d'extensions, si on veut, pour récupérer des informations, encore une fois, publiques, hein. Et donc, moi ici, j'en avais installé quelques pour la démo. Il y en a une qui fonctionne assez bien. Donc, si je l'utilise, il y en a une qui s'appelle Hacker Target. Voilà, donc on voit bien que ici, elle s'est chargée. Je vais encore une fois regarder ce qu'elle a besoin comme information. Donc, voilà, juste une source. Alors, je l'avais testé avec fgov.be. Et quand je vais la lancer, je n'ai plus qu'à attendre. Il a déjà fini, donc c'est magnifique, c'est assez rapide. Voilà tout ce qu'il a réussi à me récupérer sur fgov.be. Donc, c'est beaucoup plus complet que l'outil que j'ai montré avant. Il y a à chaque fois toutes les IP publiques que fgov.be utilise et tous les services qui sont associés à leur nom de domaine. Et avec ça, on peut... Il y a une intervention également de Fabienne qui demande si on partage des photos par WeTransfer, est-ce également le cas? Oui, alors avec WeTransfer, en fait, ce qui se passe, c'est que WeTransfer va collecter les informations. La solution va créer un fichier zip que la personne va pouvoir télécharger. Alors, de mémoire, on sait protéger en fait l'accès à ce zip, hein. Je pense qu'il peut demander un mot de passe. Mais moi, je suis jamais fan de me fier en fait au chiffrement d'une solution tiers. Donc, si j'envoie un fichier zip qui contient des informations sensibles et qui est trop lourd, qui doit transiter par exemple par WeTransfer, je vais en fait mettre un mot de passe sur mon archive avant de l'uploader sur WeTransfer. Alors, au niveau de WeTransfer, il faut savoir que WeTransfer garde également les métadatas des fichiers. Et dans leur politique dans leurs conditions d'utilisation, si on lit bien, ils disent également que tous les fichiers qui sont échangés via WeTransfer, en fait, sont stockés quelque part et que, voilà, on n'est pas à l'abri qu'eux, y aient toujours accès. Voilà. Alors, donc, ça, c'est au niveau de la démo pour ReconNG, on voit qu'on récupère encore une fois un tas d'informations. Alors, pour vous prémunir de certaines cyberattaques, il est également possible d'utiliser des outils. Encore une fois, ce n'est pas un outil qui est en ligne, donc pour ceux qui ont peut-être un petit peu, enfin, oui, qui ont du mal avec la ligne de commande, ici en l'occurrence, ça peut être un peu plus compliqué, mais il y a une commande qui s'appelle, enfin, un outil qui s'appelle DNS Twist, et en fait, qui va permettre de tenter de générer des faux domaines. Donc ici, je lui donne un domaine qui est légitime, qui est multipharma.be, et l'outil en fait va essayer de dériver ce nom de domaine pour en créer des faux. Et dans les faux qu'il va créer, il va tenter également de se renseigner sur Internet pour voir si ces noms de domaine ils existent. Alors, si je fais le test ici avec DNS Twist, on voit qu'il est en train de faire ses permutations, qu'il a déjà trouvé un nom de domaine possible dans ceux qu'il est en train d'énumérer. On va attendre qu'il ait fini, hein, c'est assez rapide. Ouais, il est passé à 4 ici. Et donc, dans les 4 qu'il a trouvés, il y en a un qui s'appelle multifarm.be. Ça pourrait potentiellement être un domaine que quelqu'un utiliserait pour faire du phishing. On voit en plus que ce domaine, il a été enregistré le 5 février 2024, donc c'est quand même assez récent. Je peux toujours aller sur un navigateur et tenter d'aller dessus. Multifarm.be. Ok, c'est un site russe, apparemment, russe ou... Enfin, je ne sais pas si c'est russe, mais en tout cas, c'est écrit avec du cyrillique. Donc, on peut déjà se poser la question, pourquoi
un site en .be est écrit avec ce genre d'écriture, donc c'est assez bizarre, ça peut éveiller des soupçons. On en a d'autres, hein. Ici, on a mult.ipharma.be, donc ça ressemble à Multipharma, hein, pour ceux qui se laisseraient tromper, ou multif.arma.be. Donc voilà, c'est tous des noms de domaine qui ont été enregistrés et qui ressemblent un petit peu à multipharma.be. Donc, est-ce que ces noms de domaine vont être utilisés justement pour perpétrer ou effectuer des tentatives de phishing? Voilà, ça, je ne sais pas, mais il est possible en fait de reporter, de signaler en fait ces noms de domaine quand on pense qu'ils sont pas légitimes. Et alors, après, suivant l'inspection qui est faite, ces noms de domaine peuvent être fermés. Alors évidemment, ouvrir un nom de domaine, ça va relativement vite. Donc, la plupart du temps, quand on en ferme un, on peut être sûr que les personnes mal intentionnées vont en recréer un autre. J'avais également fait le test avec le nom de domaine du SNI. Hein. Donc, si je prends sninet.be, ça va être assez rapide aussi. Et multif.arma.be, on peut aller voir ce que c'est aussi. Multif.arma.be. Ah ben voilà, donc en fait, ce nom de domaine, il est réservé. C'est le nom arma.be et il est à vendre. Donc, celui qui veut l'acheter peut débourser la somme de 1 990 €. Alors, c'est des pratiques qui se font également. Je ne sais pas ici c'était pour targeter spécifiquement l'entreprise Multipharma, mais il est possible en fait que des sociétés ou des personnes enregistrent au préalable des noms de domaine quand elles ont vend par exemple, la création d'une société, dans le but de les revendre bien cher après quand la société va en avoir besoin. Si je reviens sur l'exemple du SNI, hein, j'espère que tout le monde voit bien, sinon je peux mettre un peu plus grand aussi. On voit que sninet.be, il y a Saninet. Bon, Saninet, à mon avis, je pense que c'est peut-être un truc légitime, c'est écrit en 2010. Il y a sinet.be, donc 2015, sn.inet.be. Voilà, il faut se rendre sur les différentes URL pour déterminer si le site vous semble légitime ou pas. Évidemment, si c'est un site où on tombe sur des caractères russes, c'est assez bizarre. Moi, j'avais un autre exemple aussi. D'ailleurs, j'ai averti le client pour lequel on avait fait un audit de sécurité. Donc, il y a une société active dans le milieu de la construction. Hein. Ils font des bâtiments industriels. Et donc, leur nom de domaine, il est assez propre, on va dire, à un ramaker-construction.be. Et quand on essaye l'outil dessus, on voit déjà, voilà, il a trouvé 2 matchs. Alors, on a ici un autre nom de domaine qui a été enregistré qui s'appelle ramakers-constru.action.be. Ce nom de domaine ressemble quand même à 2 gouttes d'eau au nom de domaine légitime de l'entreprise. Et en plus de ça, il a été créé le 13 mars 2024. Moi, j'ai informé mon client en disant, voilà, il n'est pas exclu que dans les prochains jours, il y ait des tentatives d'usurpation d'identité ou de phishing et qu'on se fasse passer pour votre société. Et donc, ils ont envoyé de manière préventive un mail avec tous les fournisseurs et les clients avec lesquels ils ont des dossiers en cours en disant que voilà, leur nom de domaine légitime, c'était bien celui-ci et que s'ils recevaient des mails louches ou un mail en provenance de cette adresse mail-là, c'était évidemment du phishing, quoi. Et donc, ce nom de domaine a déjà été signalé. Est-ce qu'il sera fermé? Est-ce qu'il ne le sera pas? Ça, c'est un autre débat. Je continue donc un petit peu au niveau des outils qu'on peut vous montrer, hein, qui peuvent vous intéresser. Si je reprends ma démo ici, et après je pense que je vais rebasculer sur histoire que vous voyez un peu mieux. Alors, j'ai un truc qui s'appelle URL. Alors, dans les URL, parfois par mail, vous êtes sujet à recevoir ce qu'on appelle des shorten URL, donc des URL qui ont été raccourcis. Et ce qui est un petit peu pervers avec cette pratique, c'est qu'on ne sait pas en fait quelle est la destination qu'on va joindre. Et donc, on peut recevoir un mail totalement légitime d'un collègue, mais ce collègue, il peut avoir été victime d'une cyberattaque et l'attaquant peut avoir pris contrôle de sa boîte mail. Et donc, là, au niveau des indicateurs,
à part si le mail est rédigé de manière bizarre. S'il est dans un français correct, que le contenu vous semble pas louche, qu'il y a un lien comme ça, vous allez cliquer dessus. Il existe des mécanismes en fait pour savoir où est-ce que ce lien va me mener, où est-ce que je vais arriver quand je vais cliquer dessus. Il y a une solution qui s'appelle wheregoes.com qui vous permet justement d'avoir cette information. Alors, si je le reprends, il n'est pas là. Je vais retourner dessus. Voilà, donc, wheregoes. Je vais zoomer un petit peu plus aussi, que vous voyez mieux. Alors, vous passez juste votre URL que vous avez reçu, vous mettez trace URL, et donc là, il va en fait vous dire où est-ce qu'elle pointe. Et on voit que trace URL va vous rediriger vers l'URL mon site de hacker / téléchargement virus. Évidemment, c'est un site qui n'existe pas, hein, c'est juste pour la démo, mais si vous cliquez là-dessus et que le site existe vraiment et que le but c'est d'installer un malware sur votre machine, c'est bien de savoir où est-ce que vous allez être dirigé. Donc il y a des outils comme ça qui existent aussi. Et alors le dernier outil dont j'aimerais vous parler, c'est un outil en fait qui s'appelle justdeleteme.me. Et en fait, cet outil, il est vraiment pratique parce qu'il recense plein de plateformes, de services qu'on a l'habitude d'utiliser, et il vous explique en fait le degré de difficulté pour pouvoir supprimer vos données de ce service en question. Alors, on voit que c'est trié par ordre de couleur, hein. Quand c'est vert, ça veut dire que c'est facile. Voilà, ça vous renvoie vers la page du site avec les explications pour supprimer votre compte. Quand vous regardez les infos, vous voyez que par exemple pour le site Easy ici, vous allez dans Profil, Settings, Delete Account, vous confirmez et hop, il n'y a plus aucune donnée vous concernant qui est sur cette plateforme. Alors au plus c'est foncé, au plus ça devient plus compliqué. Donc tout ce qui est rouge, c'est compliqué, et tout ce qui est noir, c'est impossible. On va se focus sur tout ce qui est noir. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qu'on connaîtrait? Je vais tester, je vais rechercher peut-être Facebook. Facebook, ok. Donc Facebook, il est classé en médium. Si vous voulez suspendre votre compte Facebook, pendant que vous le supprimez, c'est assez simple. Il y a certaines données qui peuvent inclure des messages ou voilà, d'autres données qui peuvent en fait être conservées par Facebook. Si je prends un autre, voilà, Amazon par exemple, c'est toujours facile. Il n'y a pas quelque chose qui parlerait à tout le monde et qui serait compliqué de se désinscrire, peut-être plus bas. Minecraft, ok. National, Néon, Nétologie, Nubank, Poups. Hop. Rue du Commerce, pour ceux qui connaissent, par exemple, Rue du Commerce, c'est un site qui vend des composants électroniques. Là, le site ici vous indique clairement que si vous avez créé un compte, donc vous avez mis vos informations privées, évidemment, nom d'utilisateur, nom, prénom, adresse postale, en fait, vous ne pouvez faire aucune requête pour supprimer ces infos de leur base de données. Pourtant, si je ne m'abuse, Rue du Commerce est un site français et qui est donc soumis normalement au GDPR. Et voilà, il devrait pouvoir effectuer une demande. On voit que chez Skype, c'est pareil, c'est impossible de supprimer les données qu'ils ont et qui nous concernent. Voilà, donc ce site, il est bien pratique et à chaque fois, vous avez la marche à suivre pour justement supprimer vos infos. Donc ici, par exemple, contacter le service client par email et leur demander de tout supprimer, quoi. Donc ça, c'est assez pratique, c'est assez utile. Alors, au niveau de la présentation des outils, ça touche un petit peu à sa fin, hein. Je vais reprendre le slide. Hop, alors on s'est arrêté à l'aspect démo. Voilà. Ce qui nous amène aux bonnes pratiques.
Alors, comment on peut tenter de limiter l'impact des informations publiques qui nous concernent et qu'on a sur Internet pour éviter que ça puisse nous nuire ou nuire à notre entreprise? Le premier conseil, c'est évaluer votre présence sur Internet. Donc maintenant, vous avez ici des outils qui vous ont été montrés. Vous pouvez en fait regarder un petit peu quels sont les sites que votre entreprise utilise, quels sont les réseaux sociaux, est-ce qu'il y en a des officiels, est-ce qu'il y en a des pas officiels, des pas officiels. Est-ce que mon entreprise est présente sur certains forums? Est-ce que je ne suis pas également sujet à des avis négatifs? Donc ça, c'est également quelque chose qui arrive de plus en plus, c'est des faux avis qui ont pour but de dénigrer la crédibilité et les services de l'entreprise. Donc faire un petit tour d'horizon justement de votre société, ça constitue une bonne pratique. Utiliser des outils aussi pour déceler des vulnérabilités, des mauvaises configurations. Donc ici, on l'a vu, sur base de certains noms de domaine, des noms de domaine de votre entreprise, des sous-domaines, on peut récupérer l'adresse IP qui est associée et regarder s'il n'y a pas des vulnérabilités connues qu'on pourrait patcher. Sensibiliser vos collaborateurs. Donc, on a beau mettre plein de mécanismes de sécurité en place, le maillon faible en cybersécurité, et je pense que ça restera toujours l'utilisateur final, donc celui qui va finalement cliquer sur tout, installer n'importe quoi. Donc les sensibiliser, ça fait partie des challenges qu'on a en cybersécurité. Il y a des campagnes d'awareness, de sensibilisation qui existent. Surveillez régulièrement votre entreprise, donc regardez un petit peu les ressources sur base des outils qu'on vous a communiqués pour voir un petit peu s'il n'y a pas des choses qui devraient peut-être être supprimées, des environnements de test qui sont toujours actifs et qui ne devraient plus l'être. Est-ce qu'il n'y a pas des noms de domaines frauduleux qui ont été enregistrés, comme on l'a vu? Est-ce qu'au niveau des réseaux sociaux, on rejoint le premier point, est-ce qu'il n'y a pas des fausses pages qui vous concernent? Est-ce qu'on n'a pas tenté de créer des faux profils en récupérant des images de vous, par exemple? Et finalement, pensez constamment à ce que vous publiez et rendez disponible sur Internet, étant donné que vous avez vu qu'avec des solutions comme Webback Machine, on s'est retourné en fait en arrière. Même si vous avez supprimé du contenu, ça peut toujours être disponible. Alors, au niveau suivant, il faut savoir que, du moins pour la partie Wallonie, il y a des aides et des interventions qui existent. Donc, nous, par exemple, chez ACO, on est labellisé dans le dispositif des chèques entreprises de la région Wallonne. Et donc, ces chèques entreprises, en fait, ils permettent au client final de bénéficier d'une intervention de la région Wallonne de 75% pour les missions cybersécurité, jusqu'à des missions qui peuvent coûter 50 000 euros. Donc 50 000 euros, c'est déjà un budget assez important. Et donc, le gros avantage ici, c'est que l'entreprise ne doit jamais avancer les 75%. Donc, c'est la région Wallonne qui gère tout. Et voilà, il faut, je pense, en profiter, étant donné qu'ils ont compris les enjeux au niveau digitalisation et que maintenant, c'est rare, voire inexistant, les entreprises qui n'utilisent plus de ressources numériques justement pour faire fructifier leur business. Si vous scannez le QR code ici, vous arrivez directement sur la page d'information de la région Wallonne. Et je terminerai donc cette présentation avec des quick wins, qui reprend finalement les différents outils qui sont importants, qui sont faciles à prendre en main et qui peuvent justement vous aider à améliorer votre sécurité, celle de votre entreprise, et de vous rendre compte finalement des informations qui sont disponibles vous concernant. Alors, il y a une petite spécificité ici, c'est que il y a un point extension qui concerne en fait les extensions qu'on peut installer dans les navigateurs, que ce soit Edge, Firefox, Chrome, peu importe. Ces extensions, en fait, elles vont vous permettre justement d'augmenter le niveau de privacy, d'anonymité de votre profil quand vous surfez en ligne. Par exemple, uBlock, outre le fait de bloquer tout ce qui est publicitaire, peut également bloquer, quand on fine-tune un peu la configuration, d'autres sources, comme le chargement de code qui peut être malveillant. Et alors, les trois derniers, là, ils ont plus ou moins le même but. Donc, c'est supprimer en fait les trackers qui sont présents sur les sites internet. Donc, les trackers qu'on voit, les trackers qu'on ne voit pas. Et qui en fait traquent tous vos faits et gestes, vos habitudes, vos préférences. Et donc voilà, c'est des extensions qui sont totalement gratuites, qu'on peut installer dans les navigateurs et qui vous permettent un niveau, on va dire, d'anonymité un petit peu plus élevé. Voilà, donc pour ma part, le webinaire touche à sa fin. Merci Pierre pour toutes ces informations, et
Merci à nos webinautes. J'espère que vous vous rendez compte qu'avec l'OSINT, donc l'Open Source, pardon, voilà, je cherchais le L'Open S. Source Intelligence. Intelligence, vous voyez tout ce qu'on peut découvrir, mais ce qu'on peut découvrir également à votre égard. Et donc, c'est évidemment important d'avoir cette information. Peut-être vous rappeler donc à l'issue de ce webinaire, vous recevrez une évaluation. D'ores et déjà, on vous remercie de bien vouloir y répondre et ça nous permet de notre côté d'évaluer, de continuer à améliorer évidemment la compétence et l'offre de services que nous vous rendrons à travers ce site cybersafe.be. Le prochain webinaire est donc déjà le jeudi 23 mai et abordera une thématique que Pierre a soulevée à plusieurs reprises en disant qu'il n'était pas compétent et pourtant c'est effectivement un élément essentiel dans la bonne gestion de votre digital, de votre secteur digital, c'est bien évidemment la responsabilité juridique et comment se protéger légalement en cas de cyberattaque. Donc c'est le jeudi 23 mai à 19h avec également la possibilité de voir ce webinaire en replay comme celui que vous venez de voir ce soir. Alors voilà, je vous souhaite une excellente soirée. J'espère que nous avons pu vous éclairer sur l'OSINT et que ça n'a plus de secret pour vous. Je vous souhaite dès à présent une excellente soirée et une bonne continuité de semaine. Bonne soirée. Merci, bonne soirée à tout le monde. Au revoir.